Bien, bonjour à tous. Donc, je suis un petit peu désolée de ma voix qui n'est pas la mienne en fait. Je me suis fait hacker ma voix au salon de Montreuil. Donc, c'est pour ça que c'est un côté un peu ludique et enfantin, je ne sais pas. Donc, je remercie la bibliothèque de Rézé de m'avoir invité à vous présenter ma maison d'édition et de répondre donc finalement dans une phrase à deux questions. Donc l'éditeur numérique que je suis va commencer dans un premier temps par parler de lui, pour après parler de vous, parce qu'en fait, voilà, ça se passe un peu comme ça. Et avant de parler de ma maison d'édition, je vais vous dire quelques mots sur qui je suis, donc Françoise Prêtre. J'aime bien raconter un peu mon histoire, parce qu'elle est un peu atypique dans le milieu d'édition jeunesse pure player. Puisque alors les pure players, c'est des maisons d'édition 100% numériques. Hein, c'est-à-dire, c'est un mot barbare, mais finalement, c'est très simple. Il n'y a pas de papier. Donc, je viens de l'univers des arts graphiques. J'ai fait une formation en arts graphiques il y a un petit moment. Et puis ensuite, j'ai servi loyalement dans la communication, en tant que directrice artistique et dans la production en maison d'édition photographique puis en maison d'édition catalogue. Et quand vous faites du catalogue en production et que vous avez fait de l'illustration avant, c'est un grand écart phénoménal qui, quand il est conclu par un licenciement, vous remet vraiment en question. Donc voilà, donc à 52 ans, j'ai été licenciée de cette société qui faisait du catalogue et j'avais envie en fait de retourner à mon point de départ qui était la création. Donc je me suis posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je pouvais bien faire sortant d'un secteur très très petit avec un salaire plutôt haut et avec une envie de créer. J'ai écrit des histoires pour les enfants, puisqu'il se trouve que dans le même temps, vous savez, quand vous êtes licencié, vous faites des tas de trucs vachement bien, bilan de compétences, des trucs comme ça. Donc le bilan de compétences a fait ressortir un certain nombre de choses, dont l'écriture. Et c'est vrai que j'aime écrire. D'ailleurs, j'ai un blog, si vous avez envie d'aller le suivre. Il brosse assez bien et de façon assez lucide le monde de l'édition en général et numérique en particulier. Donc cette écriture, je me suis lancée à corps perdu dedans et j'ai écrit des textes. Je les ai envoyés à des éditeurs jeunesse, lesquels éditeurs jeunesse sont des gens que je respecte profondément. L'édition, je respecte leur contenu, je ne respecte pas l'édition en tant que telle, mais ça c'est un autre débat. Je respecte le contenu, je trouve que l'édition jeunesse en France est extrêmement belle, qualitative et prolixe. Puis je me suis dit, bon, j'ai eu des échos, j'ai eu des bons retours, mais voilà, ils n'avaient pas la même vitesse de réaction que moi, et il fallait quand même que je me dépêche. Donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas créer une maison d'édition également. Et puis, au vu de ce qui se faisait déjà, je me suis dit, tu vas venir grossir le flot déjà énorme des maisons d'édition existantes. Donc, pourquoi pas te distinguer? Et en fait, avec une envie forte de m'adresser aux enfants non lecteurs. Pas aux enfants lecteurs qui ont tout compris du livre et de la lecture, mais aux enfants non lecteurs qui passent leur temps sur les ordinateurs. Puisqu'en fait, au départ, quand j'ai créé La Souris qui raconte, il y a 3 ans, j'ai créé en juin 2010, l'iPad est arrivé en mai 2010. Autant dire que ça, pour démarrer une société, je vous expliquerai pourquoi j'ai pris un coup de poing dans l'estomac. Mais voilà, donc c'était ma distinction, c'était d'être sur des écrans et non plus sur du papier. Donc voilà, je vous ai rapidement dit pourquoi, comment. Maintenant, en quelques secondes, je vais vous montrer un petit film qui, j'espère, va partir là-bas, qui montre assez bien ce qu'est La Souris qui raconte. Je vous dis en quelques secondes. Il était une fois un petit garçon. La souris qui raconte. Voilà, donc ça, ce petit logo, vous le retrouvez sur le site et en général, vous tombez toujours sur la consonne qui est un petit peu grossière. Donc, une maison d'édition, c'est
à mon sens, d'abord une équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison d'édition sans auteur. Et en fait, c'était ma volonté, c'est-à-dire que j'avais écrit des textes, certes, mais c'est pas moi qui allais écrire tous les textes de ma maison d'édition. Et j'avais envie, en fait, d'emmener avec moi dans le bateau des auteurs jeunesse qui travaillent pour les maisons d'édition classiques et les embarquer dans cette aventure numérique, je vous dis, il y a 3 ans, quoi. Il y en a qui m'ont suivi, ouais, il y en a pas mal qui m'ont suivi, parce qu'aujourd'hui, il y a 19 auteurs qui ont participé à la création du fonds de la souris qui raconte. Avec évidemment ces auteurs jeunesse, forcément, comme on est dans de l'album, puisqu'en fait la typologie, la maison d'édition, c'est un peu de l'album, c'est pas du documentaire, c'est pas, on est pour des enfants, je vous dis, primo-lecteurs, donc voilà, on est plutôt dans une typologie album. Donc il y a des illustrateurs, alors qui viennent, eux, pas forcément du livre, ils viennent peut-être plus de l'animation, puisque comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, voilà, quand on est sur des écrans, vu de ma fenêtre, mettre des PDF, c'est un peu idiot. Donc, faire le pari de mettre de l'animation, de l'interaction, du son avec des voix. Donc, voilà, également une équipe de conteurs, une équipe de conteurs française et anglais, puisque les applications sont bilingues, mais ça, on va en reparler après. Donc voilà, aujourd'hui, après 3 ans, c'est à peu près une 50aine d'acteurs qui ont participé à l'élaboration du fonds de la souris qui raconte, avec donc un démarrage pour le grand public. Et je promets que je viendrai vers vous après, mais je vous raconte vraiment la genèse. Donc un site grand public au départ, sur une adresse URL www.lasouriquiraconte.com, avec de l'achat à l'acte. Et puis, quand on crée une maison d'édition, dans tous les cas, moi, j'avais vraiment envie d'être légitime dans ce que je faisais et de proposer une ligne éditoriale, citoyenne, humaniste. Les textes que vous trouvez chez La Souris qui raconte parlent de choses qui sont des choses qui, pour moi, sont importantes. Voilà, la différence, l'exclusion, des points comme ça où on peut dire à l'enfant des choses dès lors que les mots sont des mots justes. Et en fait, aujourd'hui, on a 27 titres à lire en streaming. Donc le streaming, c'est de la lecture connectée. On en a longuement parlé ce matin avec Silver. C'est de la lecture connectée. Donc 27 titres dans des collections, puisque c'est pareil, une maison d'édition a des collections. Et sur le web, il me paraissait intéressant de donner un espèce de repère au lecteur sur collection à lire, collection à jouer, collection à inventer. Je veux dire, je pense que je n'ai pas besoin tellement de vous expliquer la différenciation des collections. On monte crescendo dans l'interactivité que l'enfant peut avoir dans la lecture de ses livres. Et puis les histoires d'école, c'est une collection qui est arrivée après, c'est-à-dire que les histoires d'école sont arrivées en 2011, en fait, avec un auteur avec lequel j'ai travaillé, qui était professeur des écoles. Et on a lancé le pari comme ça, et ça me paraissait être un bon pari, de faire participer des enfants à l'écriture et à l'élaboration d'histoires. Aujourd'hui, j'en ai qu'une seule. J'en ai une autre qui est en préparation et qui va voir le jour fin 2014 avec une école du 10e arrondissement de Paris, avec une classe de 5e. Celle qu'on a faite, c'était avec une classe de CE2, CM1, je crois, ou CM1, CM2. Non, CE2. Ouais. Et bon, 5e, j'ai un peu peur. Et on parlait tout à l'heure de l'écriture en bibliothèque. On a un projet avec la BDP de la Somme pour faire en 2015 un livre, donc dans le cadre, avec des écoles, dans le cadre vraiment d'un travail avec des bibliothèques. Donc voilà, ça c'est l'offre grand public. Après ces 27 titres, alors pourquoi je vous ai dit que j'ai pris un coup de poing dans l'estomac à l'arrivée de la tablette iPad, c'est que mes livres sont en flash, on en a aussi parlé ce matin, que la tablette iPad ne lit pas le flash. Donc il a fallu trouver des solutions, et quand on est en création et quand on monte un projet comme La Souris qui raconte, l'idée c'est d'être réactif et de se relever quand on n'est pas compatible et de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, on a porté, parce que c'est une question de portage, on a porté 8 de nos 27 titres sur les tablettes iPad, Android et Amazon. Donc voilà les couvertures du catalogue, donc des 27 titres. Je ne vois pas du tout, moi, ce qui se passe là, je ne le vois pas là, c'est génial.
mais voilà, donc c'est des univers graphiques tous différents les uns des autres. Mais bon, évidemment, je vais vous dire que c'est de qualité, mais je pense que voilà, ce sont des belles images, ce sont des beaux textes, et ce sont des textes qui sont entre, on va dire, 6000 et 8000 signes. Voilà, c'est quand même, c'est pas du texte pour les petits. D'ailleurs, parfois, on me reproche qu'ils sont trop longs. Alors. Donc maintenant, pourquoi et quelle action en bibliothèque ? Pourquoi ? Ça me paraît être une évidence. Je pense que la lecture publique est la préoccupation principale d'un éditeur aussi. Je veux dire, rentrer dans les bibliothèques, c'est apporter la lecture au plus grand nombre. Donc ça me paraissait vraiment faire sens. Et c'est quelque chose, c'est pareil, qui est venu après. C'est-à-dire que dans l'offre aux collectivités que j'ai mise en place au départ, c'était simplement de la lecture sur place. Ouais, enfin, j'ai un peu répondu un peu vite, c'est pas grave. Vous aurez certainement plein de questions. Donc voilà, l'offre pour les collectivités, elle est donc de 2 ordres. Pour ce qui est de l'abonnement annuel, elle est en consultation sur place. Sur place, c'est simple, c'est en abonnement. Vous avez donc avec un univers, enfin, en fait ça se passe par adresse, je vais vous le marquer, ce sera plus simple, par adresse IP ou login mot de passe. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans l'univers du grand public avec un .com, mais on est en // qui ouvre vers les espaces, que ce soit les bibliothèques ou les écoles, puisqu'en fait j'ai fait des divisions dans mes espaces collectivités. Donc la consultation sur place, un poste 211 € hors taxe. Et on a mis en place une consultation à distance qui était avant possible par un prestataire de service que vous connaissez peut-être, qui est CVS. Or, CVS propose un package complet. Donc, quand vous prenez CVS, vous prenez la souris qui raconte un peu par défaut. Mais du coup, quand vous voulez que la souris qui raconte et que vous n'avez pas ce qui... donc, ça peut poser problème aussi. Donc, du coup, on a mis au point un abonnement de consultation à distance directement via notre site. Et donc là, c'est un peu en formule, ça dépend un peu des abonnés de la bibliothèque. Il y a également une offre tablette, parce qu'effectivement, c'est aussi toutes ces rencontres que j'ai pu faire avec des bibliothécaires m'ont alerté sur leurs problématiques d'achat. C'est bien beau d'avoir l'équipement, mais après, comment je fais pour acheter ? Les problématiques non seulement d'achat, mais en plus de process d'achat, c'est-à-dire voilà. Donc du coup, j'ai développé une offre. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a, à mon avis, 2 grands intérêts. Elle va s'affiner avec l'intervention d'une avocate pour au moins entériner tout le process. Elle a l'avantage pour moi qui est primordial, c'est de respecter le droit d'auteur. Et elle vous autorise une consultation publique, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs ce matin Silver. Quand vous achetez sur l'iTunes Store propose une consultation familiale, une utilisation familiale, mais en aucun cas une utilisation publique. Ceci dit, pour l'instant, comme rien n'est écrit, personnellement, en tant qu'éditeur, ça me gêne. Donc, j'essaie de trouver des solutions. Maintenant, on adhère ou on n'adhère pas. Je ne vais évidemment pas aller fliquer toutes les bibliothèques de France et de Navarre pour voir si... puis je crois que chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a, quoi. Donc, pour finir, parce qu'on est quand même dans l'univers de la narration, je vais vous montrer 2 livres. Enfin, non, pas 2 complets. 2 bandes-annonces de livres. Un dans la collection à lire, écrit par Cathy Dutruche et illustré par Juliette Lancien, Ogre Doux. Vous reconnaissez en fait la différence des collections. Je ne les ai pas répercutées dans les tablettes, mes 3 collections, voire les 4. En fait, ça devenait un peu compliqué. Donc en fait, on a 2 icônes sur les icônes de tablettes. On a la main et l'œil. L'œil, c'est collection à lire. Et la main, c'est collection à jouer et à inventer. Et pour l'instant, on n'a pas encore fait d'histoire d'école en tablette, mais ça va venir. Donc voilà. Donc là, Ogre Doux. Bilingue. Un ogre, ce n'est pas du tout comme vous et moi. Ça n'a pas la même vie. C'est fort. La première fois qu'il entra dans la bibliothèque où j'avais l'habitude d'aller, je me cachais derrière les livres.
Je me suis dit, mais un ogre, ça ne lit pas ? An ogre is nothing like you or me. They don't live the same way we do. They are much stronger than us. The first time he came into the library, where I would usually go, I hid behind the books. So it was a trap, catching children with verses. But at that very moment he said, "Just kidding. Ha, I was only joking." And that is how we became friends. The library was our haven. Notre cabane dans les arbres à livres. Tu me manqueras, avoua-t-il un jour. Tu me manqueras quand tu disparaîtras. I'm not going anywhere. You're the one that came straight out of a fairy tale, not me. Je ne voulus pas en reparler. Il m'avait troublée. Je ne voulais pas oublier, ni briser la magie. And even less, lose a friend. An imposing friend, it's true. A friend as tall as a mountain. My friend was a poet, and by any other name would have been just as sweet. Voilà, donc ça c'était Ogre Doux, et le deuxième c'est Conte du haut de mon crâne, qui est une histoire écrite par Séverine Vidal et illustrée par Claire Fauché. Alors, je ne sais pas si ça va passer, non. Voilà. J'ai 100 ans. 100 ans et des poussières. Voilà, ma présentation est terminée. Il me reste à vous remercier et à répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous êtes encore sous l'emprise de présentation. J'en ai peut-être une qui est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est une vraie question, mais est-ce que livre enrichi, c'est un terme qui correspond à ce que vous proposez avec La souris qui raconte? Est-ce que ce sont encore des livres ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une réflexion qui vous guide en tant qu'éditeur de dire bah non, en fait, à un moment, c'est même plus des livres, c'est quelque chose qui va au-delà? Comment vous vous positionnez par rapport à cette problématique-là? Non, je pense que on est dans le livre typiquement puisqu'on est dans une narration plutôt linéaire. Alors j'ai des livres qui sont avec narration, on va dire les histoires à inventer, mais finalement ça reste linéaire. Je veux dire, vous allez à un moment, vous suivez ce chemin-là, puis on vous dit bon, tu choisis quoi, cette fin-là ou cette fin-là. Si tu choisis cette fin-là, tu vas là, mais on reste quand même dans une narration linéaire. On n'est pas dans une architecture vraiment très complexe. J'en ai un qui pourrait vraiment, qui a d'ailleurs aussi été travaillé avec Séverine Vidal, on l'a travaillé ensemble, où on est vraiment dans une narration à chemin, comme ça, avec des choses qui se passent dans un bout de l'histoire, dans un autre. Mais aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas forcément faire. En plus, ça coûterait juste une blinde, donc non. Et je pense que si je peux proposer 27 titres aujourd'hui, c'est que je suis sur une économie
qui fonctionne, même si c'est pas, voilà, même si j'ai pas, mais vraiment d'avoir essayé de reproduire en fait le schéma de l'éditeur classique en changeant juste le format, le support. Voilà, vous avez des éditeurs qui sont spécialisés, peut-être pas dans le livre bain, mais dans le livre pop-up, oui. Voilà, vous savez, comme ça, c'est juste le support qui change, ou la façon de présenter le livre qui change. Mais moi, c'est avant tout la narration, et après, on met autour des éléments qui vont faire que ça devient du livre enrichi, mais enrichi par l'amour qu'on met dedans, surtout. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé à diffuser ça par CD-ROM quand vous avez eu le problème du flash qui passe? J'y ai pensé. C'est pas quelque chose que j'ai complètement laissé derrière moi. Sur le site grand public, c'est pas quelque chose que j'ai proposé aux bibliothèques parce que ça m'a pas été demandé, et puis parce qu'en fait, je suis gonflée de dire que ça m'a pas été demandé, je l'aurais pas proposé. Sur le site grand public, quand vous achetez une histoire, donc cette histoire va dans une bibliothèque virtuelle laquelle détient le livre. C'est-à-dire qu'il faut juste que vous soyez connecté, mais elle vous appartient, elle est à vous tant que l'ordinateur marche et que vous avez de la connexion. Et en même temps que cet achat, j'offre le fichier MP3, puisqu'il y a un gros travail de musique, de lecture qui est fait. Donc on a le fichier MP3, et le fichier MP3 est téléchargeable. Donc ça me paraissait être un bon compromis, en fait, entre le CD et la lecture connectée, qui était de dire, ben voilà, l'enfant, il est sur son ordinateur, ou sur sa tablette, enfin bon, et il y a encore beaucoup de parents qui ont que des ordinateurs. Donc pour l'instant, même s'il faut que je réfléchisse quand même à ce que je vais faire dans un certain temps, ça me laisse, j'y réfléchis, mais bon, c'est pas... C'était une alternative qui me paraissait intéressante de dire, ben voilà, l'enfant, il a la vision de son livre sur son ordinateur. Maintenant, quand il va partir en voyage et qu'il emmène son audio, comment est-ce qu'il va se réapproprier l'histoire? Voilà. Mais sinon, pour répondre à votre question, oui, je l'ai envisagé, je ne l'ai pas encore fait et je ne sais pas si je le ferai un jour. Voilà. Oui, parce que je pensais dans les bibliothèques, justement, pour des livres quoi, par CD-ROM, ça pouvait être une autre façon. C'est possible, oui, c'est possible. Mais bon, voilà. Oui, non. C'est ancien maintenant le CD-ROM. C'est un peu ça. Voilà. Mais les enfants, ils aiment encore. Ouais, oui, non, mais bien sûr. Mais bon, c'est voilà. Je pense que je suis plutôt sur d'autres questions. C'est-à-dire que voilà, vous voulez voir. Si j'ai des priorités à mettre, c'est pas là que je vais les mettre. Faire des CD, ça coûte de l'argent. C'est pas là que j'ai envie de mettre l'argent que j'ai. Voilà. D'accord, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez eu des retours de lecteurs, de jeunes lecteurs, ou éventuellement des retours de médiateurs, bibliothécaires, enseignants, je ne sais pas, ou autres, qui auraient travaillé avec des enfants à partir de vos livres numériques. J'ai eu, malheureusement, je suis désolée, j'ai oublié le nom, mais je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. J'ai un bibliothécaire qui a travaillé avec Logresse, qui est donc une application qui se présente sous forme d'histoire à inventer, et qui a fait un travail qui était très intéressant, c'est-à-dire qu'il a fait justement, il a demandé aux enfants de se réapproprier l'histoire. Alors par contre, c'est une réponse qui n'en est pas une. Je n'ai pas le nom du bibliothécaire et de la bibliothèque. Mais voilà, je suis un peu désolée. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se font avec mes livres. Alors c'est encore un peu, malheureusement, c'est un peu confidentiel. Mais quand j'apprends ça, c'est sûr que c'est génial, parce que c'est ce que je souhaite, quoi. Vraiment cette appropriation. Et ce matin, il était vraiment question de ça, de la part de Silver, la médiation, l'appropriation. Il y a des tas de choses à faire. Et sur Logresse, je vais passer vite le début, mais c'est l'histoire d'une princesse qui naît couverte de dons, comme toutes les princesses,
Et le problème, c'est que elle est très capricieuse. Comme elle est couverte de dons, elle en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et elle finit par s'ennuyer. Et comme elle s'ennuie, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Et elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc voilà. Et à un moment, vous arrivez à ce choix-là qui est demandé à l'enfant. Il était de plus en plus difficile de vivre sur la Terre, mais que pouvait-on faire? Et à partir de là, c'est vrai que vous avez 3 choix proposés, mais il est tout à fait possible d'imaginer d'en trouver un 4e. Libre à l'enfant de le chercher. Voilà. Et alors, justement, les pistes pour l'avenir, ça serait faire plus de livres sous forme d'application ou élargir à un autre public ou, sans trahir de secret stratégique? Non, non. L'édition numérique jeunesse, tout à l'heure, j'ai entendu un chiffre qui m'a un peu étonnée et j'aurais bien aimé il est où le monsieur qui est intervenu tout à l'heure? Parce qu'il y a un chiffre qui m'a un peu interpellée quand vous avez parlé de 5% d'applications dans l'édition. Je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, dans le sens où, moi, il me semble que l'édition numérique en général pèse 3% dans le volume de l'édition globale, 3%, mais ces 3%, c'est l'édition totale. Donc, ça veut autant dire que le numérique en France vaut peanuts. C'est pour ça qu'il vaut 5%. Oui. Le chiffre de 5%, c'est en fait si on prend la production de livres numériques aujourd'hui, ce qui existe dans le catalogue numérique, on a 95% d'ePub 2 et 5% ePub 3 ou Appli. D'accord. Mais donc, par contre, c'est vrai que l'édition numérique en France est franchement en retard sur des pays, je ne vais pas parler des États-Unis, hein, mais de l'Angleterre, de l'Allemagne. Même si l'Allemagne a traîné, il se trouve que l'Allemagne est en train de s'y mettre vraiment, les pays du nord de l'Europe aussi. Et la France freine. Là, je ne vais pas entamer de discussion là-dessus. Parce que, voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai que quand on est un éditeur numérique jeunesse et qu'on a un marché qui est aussi petit que celui dans lequel on est, se pose ce type de question. Est-ce que aller sur le développement des applications est pertinent ou pas? Quand on sait combien on vend d'applications, moi je le sais, est-ce que c'est pertinent ou pas? Et quand on sait ce que ça coûte, est-ce qu'au contraire, c'est pas plus aller vers une offre web plus adéquate? Parce que, je veux dire, le web, c'est quand même, c'est accessible partout. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un gros problème à régler avec la tablette, c'est de rendre mon site web compatible avec la tablette. Dès lors que j'aurai réglé ce problème, qui est quand même de taille, je l'aurai, voilà, la question ne se posera plus. C'est-à-dire que j'arrête à la limite de faire des applis. Je m'affranchis d'Apple et je propose de l'abonnement sur tout type de support de lecture. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, encore une question ici? Non, mais c'est bien, il en faut. Ça crée l'échange. Ouais, je parle aussi pour mon voisin qui n'ose pas prendre le micro. Ah, très bien. Non, on s'est posé la question, est-ce que vous savez pourquoi Flash ne fonctionne pas sur les tablettes et tout ça? Si, enfin, c'est commercial? Oui, enfin, c'est des guerres intestines entre deux gros monstres. Un qui est dans le développement de logiciels qui est Adobe et l'autre qui est Steve Jobs, parce qu'il a dit non. C'est très, très gourmand en processeurs. Oui, c'est ça. Alors là, moi, je répète ce qu'on me dit, hein, parce que je veux dire, je fais du livre numérique, mais franchement, je suis pas vraiment geek, quoi. Je me débrouille, mais c'est du processeur, c'est gourmand. Soi-disant, ça fait planter. Bon, mais voilà. Ceci dit, aujourd'hui, on parle HTML, machin, mais il n'y a aucun logiciel qui est capable de vous donner la performance qu'on a avec Flash. Je veux dire, les livres que je fais à un coût défiant toute concurrence avec Flash, je ne pourrais pas les faire en application. Et en HTML5, on n'arrive pas à avoir le résultat qu'on a. Alors, donc, ce n'est pas la peine. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas possible. Mais aujourd'hui... Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier. C'est qu'on est en progression, enfin, on est en évolution constante. Voilà, il faut être
au taquet de ce qui se fait, il faut être au taquet, et puis il faut faire aussi un peu confiance aux évolutions des supports. Aujourd'hui, il y a un support dans lequel je crois et qui pourrait peut-être me sauver la mise, c'est le support couplet tablette PC. Parce que là, du coup, on sort de chez Monsieur Apple, tablette PC. Aujourd'hui, le PC, c'est quand même le plus gros parc d'ordinateurs. Donc, si on peut coupler une tablette et un PC et s'affranchir d'un confort de lecture, puisque c'est ce qu'on me dit, ah ouais, c'est vachement mieux de lire sur une tablette, avachis dans son canapé. Moi, je vois mes mômes quand ils sont plus à la maison maintenant, mais quand ils étaient avachis dans leur canapé, c'était avec un ordinateur, c'était pas avec une tablette. Mais bon, voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je me demandais par rapport au développement justement des applications, vous vous intéressez pas du tout au côté tactile de la tablette? Ah si. Vous faites justement, parce que j'avais vu une application par exemple où ils faisaient appel même au souffle de l'enfant sur les 3 petits cochons. Ouais. Vous comptez développer. Donc est-ce que ça peut se faire que sur des applications ou est-ce qu'à partir du web on peut avoir ce côté tactile? Non, ça peut se faire qu'à partir des applications et c'est spécifique à la tablette Apple. C'est-à-dire que je pense que Apple a énormément joué sur la géolocalisation, le truc, vous inclinez votre tablette, vous la secouez, voilà, bon. Je veux dire, ouais, c'est rigolo, mais c'est bien. S'il y en a qui le font, tant mieux. C'est pas votre but Non, moi, c'est de raconter des belles histoires. Voilà, c'est raconter des belles histoires. Là encore, si j'avais les moyens de faire ça, je le ferais. Je ne l'ai pas. Donc, mon but, il est d'être une maison d'édition jeunesse qui produit du contenu, parce qu'il faut le produire, le contenu, on ne parle pas encore de rentabilité, mais au moins qui arrive à survivre et qui paye correctement ses auteurs et ses illustrateurs. Voilà. Je trouve ça intéressant de se centrer sur la narration parce qu'effectivement, moi j'ai c'est une remarque tout à fait toute personnelle et peut-être infondée, mais une fois que les enfants auront fait tomber les feuilles de l'arbre en secouant l'iPad, bon, ça va marcher 3 minutes, mais après on fait quoi? Donc moi j'ai cette petite réserve-là, donc je vais plutôt dans votre sens. Et c'est un peu le problème qu'on rencontre et qui était très prégnant à Montreuil. C'est que les parents... Alors déjà, un truc qui est très très bizarre, quand vous regardez un peu, que ce soit sur l'iTunes Store ou sur le Google Play, ce que vous voyez, c'est pour les petits. On est entre, pas 0, il ne faut pas exagérer, mais on est entre 6 mois et 3-4 ans. Après, 4 ans, bon, 5 ans, vous arrivez encore à trouver quelque chose. Mais quand l'enfant commence à lire, alors soit on tombe dans le truc... ludo-éducatif, on va lui apprendre à lire, ce qu'il fait déjà à l'école. Soit, alors, quand ça sert à l'école, c'est un autre débat. Hein. Moi, je parle de la lecture plaisir qu'on va lire avec papa, avec maman, à la maison, etc. etc. C'est ça mon credo. C'est pas de faire du ludo-éducatif, c'est pas d'apprendre aux enfants à lire, c'est d'essayer de donner aux enfants le plaisir de la lecture. Voilà, je veux dire, et c'est pour ça aussi que j'ai un édito sur mon site que je vous invite à aller écouter, que j'ai écrit il y a 3 ans, que je lis à haute voix sur le site, où je dis, voilà, moi, ma cible, c'est pas les enfants lecteurs. Eux, ils ont tout compris. Par contre, les non-lecteurs, c'est un peu dommage que on leur mette pas dans les mains, sous prétexte que ce sont des écrans, des contenus qui me semblent être des beaux contenus, des bons contenus, qui parlent de choses. Puis moi, j'ai rien contre les bibliothèques sur une tablette. Je parle beaucoup de bibliothèques et de livres, c'est surtout ça. Donc, oui, je crois que la narration est essentielle et primordiale. Et parce que voilà, on les met sur des tablettes quand ils sont petits. La tablette sert souvent de nounou d'ailleurs. Hein. Puis après, les écrans, oui, mais ils y jouent. Alors on coupe les écrans parce qu'ils font que jouer. Mais alors ils lisent quand? Et ils lisent plus. Oui, mais voilà, on est un peu dans un truc un peu ubuesque sur le rapport à l'écran, comment on fait, quoi, à quel moment. Tout ça est un peu... Mais c'est normal. Je veux dire, c'est une question d'usage aussi. Et aujourd'hui, les usages, ils ne sont pas là. Hein. Clairement. Oui, bonjour. Je voulais savoir si on pouvait parler un peu du prix du livre. Du prix de mes livres? Oui, j'ai vu que vous accordiez beaucoup d'importance à ça sur le site. Ouais. Et savoir un peu comment vous avez évalué
le prix des œuvres, et notamment ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que ça pouvait être un frein à l'achat. Alors, quand vous faites une création d'entreprise, parce que j'ai vraiment suivi le cursus, vous savez, j'ai dit voilà, on va préparer à faire un entraînement à la création d'entreprise, donc on vous apprend le marché, le truc, le machin, patacoufin, et on vous dit que évidemment, vous allez vendre un produit, donc il faut trouver le bon prix de ce produit. Et il se trouve que, il en a un peu parlé, Silver aussi ce matin. Le bon prix, il faut vraiment descendre de 20-30% du prix du papier pour que ce soit. Donc j'ai beaucoup compté et regardé les livres. Je suis arrivée à un prix moyen dans la jeunesse de 12 €. Voilà. Le prix moyen d'un livre jeunesse, on est 12 €. Si je le baisse de 20 ou 30%, je ne sais plus comment j'ai calculé, ça remonte un peu à loin. En fait, je suis beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que les histoires à inventer qui sont les plus compliquées à faire sont vendues à l'acte sur le site à 9,50 €. Donc voilà, 12 €, 9,50 €, on ne doit pas être, je sais pas calculer, mais on ne doit pas être loin des 20%. Après, on est à 6,99 €, donc on est presque à moitié prix. Et après, on est à 4,99 €, donc on est encore en dessous. Bon. Et c'est clair que même ça, c'est trop cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vu une évolution des comportements d'achat depuis le début où j'ai créé La Souris qui raconte jusqu'à maintenant, où le client commence à accepter d'acheter du dématérialisé en littérature. Quant au prix des applications sur les grands marchés type... alors c'est pareil, il y a deux choses, que ce soit chez Google ou chez Apple, il y a deux marchés. Il y a le marché du livre dont vous parliez tout à l'heure, il est parti. Le livre et l'application. La porte d'entrée est un peu la même, mais les marchés sont quand même différents. À savoir que les applications, vous les achetez dans l'App Store et les livres, vous les achetez dans l'e-book store. Et ça, les prix de l'e-book store sont des prix, c'est vrai, moi je suis hallucinée par les prix des livres de nos chers éditeurs. Je veux dire, ils n'ont rien compris à l'attente du client. Et surtout, quand on sait qu'aujourd'hui, quand vous fabriquez un livre, et ça Silver le disait aussi ce matin, que vous fabriquez un livre, que vous l'envoyez à l'imprimeur, parce qu'à un moment il va être imprimé, je veux dire, il est fait que ce soit sous InDesign ou je ne sais pas quoi, qui a une fonction exportée en e-pub, et donc de générer un e-pub tout de suite, et que vous vous affranchissez du stockage, de la livraison, du pilon, et que vous le vendez juste 3 € ou 4 € de moins qu'il est vendu en librairie, c'est juste scandaleux. Bon, voilà. Seulement, ils veulent reproduire un autre marché, qui va être le marché du livre numérique, en copiant, à mon sens, enfin, je sais pas, ce qui se fait sur le livre papier. Et c'est aussi pour ça que le marché du livre en France ne décolle pas. C'est qu'on a des prix qui sont beaucoup trop hauts dans l'e-book store et on a des prix qui sont dramatiquement bas dans l'App Store. Parce qu'une application vendue à 2,69, et je vends certains de mes livres 2,69, c'est proprement scandaleux. Parce que 2,69, attention, après on ne touche que 50% des 2,69 achetés par le client, puisqu'il y a 19,6 de TVA et 30% d'Apple, ou 30% de Google et 19,6 de TVA. Donc sur 2,69, vous faites un calcul rapide, combien revient à l'auteur et à l'éditeur? L'auteur, il a 50% de ce qui reste, et l'auteur illustrateur a 50% de ce qui reste. Donc voilà, on est en dessous de l'euro. Donc oui, le marché du livre, s'il continue comme ça en France, je ne suis pas très optimiste. C'est pour ça que il faut que je trouve des solutions pour rester sur le web. Et je les trouverai. Grâce à vous aussi.